Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons ces artistes de cirque dont les numéros ont mal tourné. D'une routine mortelle avec un lion à une attaque fatale de chimpanzés. Mais d'abord, nous commençons à Springfield, où une porte non sécurisée a transformé une performance d'ours en cauchemar. C'était le 3 octobre 2016 au Midwestern Civic Arena à Springfield. Une matinée, sous un grand chapiteau, où le sol brillait avec des limites marquées par du ruban adhésif et des bandes de danger. Le cercle central avait des barrières rembourrées avec une zone chaude marquée, où seuls les dresseurs étaient autorisés. À gauche de la scène, un sas à deux portes formait le couloir d'entrée de l'ours, avec des panneaux de protection alignés à côté et une goulotte de récupération en attente en coulisses. Le système sonore pulsait pendant les vérifications avant le spectacle, et une légère odeur de kérosène des effets pyrotechniques précédents persistait malgré l'extinction. Rachel Donovan, 24 ans, la jeune dresseuse dirigeant la routine, a passé en revue les marques avec un bâton cible et un gant traité à l'huile de poisson issu de l'entraînement par récompense. Elle avait rejoint la tournée 8 mois auparavant après avoir terminé sa certification dans un centre de faune au Colorado, attiré par la précision requise lors des performances en direct. Michael, 54 ans, le dresseur principal, gérait la porte extérieure et la ligne de protection avec l'approche méthodique de 2 décennies dans le métier. Clive, le maître de piste, observait un panneau avec un voyant de scène dégagé depuis sa position au coin de la régie. Hayden, 19 ans, un nouveau machiniste embauché seulement 3 semaines plus tôt, avait été assigné à la goupille secondaire de la porte intérieure et au tonneau d'accessoires, apprenant encore les protocoles de sécurité complexes. Dr Lina, la vétérinaire, avait placé des klaxons près de la trappe de récupération et surveillé le comportement des animaux, avec des bombes aérosols de gaz poivrés gardées de côté en raison des réglementations de proximité avec la foule. C'était une étape d'une tournée de Vaudeville avec une file d'attente raccourcie pour s'adapter au programme chargé de la foire, où plusieurs numéros se succédaient dans des créneaux serrés. Lors du chargement du matin, le loquet de la porte intérieure avait été réaménagé pour accueillir un nouveau chariot à accessoires, mais la goupille de sécurité n'avait pas été réinsérée après un rapide ajustement entre la répétition et le spectacle. Le test de basse pendant la balance a été effectué à plusieurs décibels de plus que lors de la répétition, provoquant un va-et-vient visible de l'ours noir dans sa zone de confinement. Le seau de récompense, correctement rangé en coulisses selon le protocole, était juste dans le champ de vision de l'animal à travers un espace dans le décor. Les ours noirs sont de puissants omnivores avec une accélération explosive à courte portée, capables d'atteindre des vitesses de 48 km/h sur de courtes distances. Bien qu'ils soient plus petits que les ours bruns, les ours noirs adultes peuvent peser jusqu'à 400 livres, leur masse corporelle significative étant concentrée à travers des membres antérieurs musclés et de larges épaules. Dans les contextes de performance, les dresseurs s'appuient sur des bâtons cibles, des planches de siège et des lignes de protection pour établir des limites spatiales. La routine prévue cet après-midi-là était une séquence d'équilibre et de cible. L'ours noir sortirait de la porte intérieure pour entrer dans le ring, traverserait une planche de bois basse, effectuerait des quarts de tour guidés par le bâton cible, puis sortirait calmement vers le couloir de récupération. La musique monta et la porte intérieure s'ouvrit. La porte extérieure resta sécurisée tandis que l'ours noir montait sur la planche, suivant le signal du bâton de Rachel. Elle maintenait une position latérale à 2 mètres, gants tendus, tandis que Michael tenait la ligne de protection. Au 3e temps, un coup de basse coïncida avec un mouvement le long de l'aile. L'ours noir se tourna vers le seau de récompense visible. Rachel se déplaça pour bloquer le chemin. Le battant intérieur non sécurisé, réagissant aux vibrations du sol, s'ouvrit vers l'intérieur, créant une ouverture qui attira l'attention de l'ours. L'ours noir a réduit la distance vers l'ouverture et a envoyé. Rachel a amené le bâton cible en travers. L'ours s'est levé sur ses pattes arrière, les membres antérieurs en avant. Le contact s'est produit au niveau de la poitrine et de l'épaule de Rachel, la projetant sur le tapis. Elle atterrit avec le thorax de l'ours l'épinglant. Les membres antérieurs appuyaient sur la clavicule. Le poids de l'ours se concentrait vers le bas. Michael avança avec une planche de siège. Les porteurs de boucliers se sont refermés, les klaxons ont retenti. L'ours noir a maintenu la pression, les griffes ancrées à l'épaule tandis que la masse thoracique comprimait le sternum. Les poteaux de barrière ont glissé aux épaules de l'ours. Les membres antérieurs de l'ours noir se sont ajustés, griffant le haut du torse alors que la planche rencontrait sa poitrine. Le mouvement a produit un traumatisme contondant alors que le thorax de Rachel prenait la charge et que son cou s'étendait. La force de compression a empêché l'expansion de la poitrine tandis que le cisaillement le long du cou a produit une blessure critique. L'ours a suivi le son du klaxon. Le siège a soulevé l'animal. Les porteurs de boucliers avancèrent et Michael inclina les perches pour canaliser vers le couloir. La goulotte de récupération s'ouvrit. L'ours noir se tourna, réagissant à la ligne de bouclier. En descendant de Rachel, ses hanches frôlèrent son abdomen, ajoutant une compression finale. L'ours est entré dans la chicane. Porte sécurisée. Le silence tomba, à l'exception du bourdonnement du système sonore. Les médecins traversèrent la barrière. Rachel ne montrait aucune respiration et aucun mouvement. L'examen a identifié un traumatisme contondant sévère au niveau du torse supérieur avec perturbation des voies respiratoires et cervicales. Un soutien ventilatoire et des protocoles de réanimation ont été initiés, mais l'étendue des blessures internes s'est avérée insurmontable. Malgré des efforts soutenus, elle a été déclarée décédée sur place 23 minutes après le contact initial. Les opérations ont cessé pour un examen interne. L'entreprise a suspendu les segments animaliers en attendant l'inspection du matériel de SAS et la révision du niveau des signaux sonores. Le loquet non sécurisé et le seau de récompense visible ont été identifiés comme cause, avec le coup de basse comme déclencheur. La direction a préparé des rapports pour les organismes de surveillance. La réaction du public s'est concentrée sur les risques liés aux performances d'animaux vivants et sur la nécessité de protocoles de contact protégés plus stricts.
Les collègues se souvenaient de Rachel comme d'une dresseuse diligente engagée dans le bien-être animal. Une photographie commémorative se tenait près du tunnel pour l'appel de l'équipe du soir. Le projecteur passe d'une routine simple à un numéro de grand félin où la séquence dépend d'une mise en scène précise autour d'un cerceau enflammé retiré. Avant cela, souvenez-vous du numéro comique d'Evan Whittaker avec une seule défaillance de coupleur. Maintenant, Grant Holloway guide un lion vers le centre de la piste. C'était le 14 mars 2017 au Gulf Coast Exhibition Hall à Mobile, où le circuit de foire en soirée a rassemblé des familles sous chapiteau pour une soirée de numéros de cirque classique. L'espace de performance comprenait une piste centrale avec des panneaux de protection à 3h et 9h, une coulisse de rappel en fond de scène et des supports d'appareils repositionnés entre les numéros. L'air portait encore l'odeur persistante du kérosène des effets de flammes précédents, bien que tous les effets pyrotechniques aient été correctement éteints selon les protocoles de sécurité. Grant Holloway, 31 ans, dirigeait le numéro de Lyon aux côtés de Maya, sa partenaire de spectacle depuis 4 ans. Grant avait gravi les échelons en passant de soigneur d'animaux général dans de plus petites lieux, développant une approche méthodique qui mettait l'accent sur la cohérence et des limites spatiales claires sous pression. Maya, 29 ans, était co-entraîneuse et gérait les séquences de rappel derrière des barrières de protection. Son calme la rendait idéale pour la chorégraphie exigeante requise dans les numéros de grands félins. Owen, le technicien vétérinaire, a positionné l'équipement de suppression et surveillé les animaux pour détecter des signes de stress. René manipulait le projecteur suiveur depuis le haut, ajustant l'éclairage pour éviter l'éblouissement qui pourrait effrayer les chats lors de moments critiques. Le spectacle du soir se déroulait selon des horaires serrés avec un temps de réinitialisation minimal entre les numéros, obligeant parfois à faire des compromis sur le positionnement de l'équipement et les marges de sécurité. L'appareil à cerceau conservait une chaleur résiduelle et une odeur de carburant de son utilisation précédente dans une séquence de flammes. Une légère fuite avait été nettoyée, bien que l'odeur reste détectable pour les nez félins sensibles. Le lion a montré de la réticence lors de la répétition de l'après-midi, nécessitant des friandises supplémentaires et un conditionnement prolongé. La trappe de rappel était légèrement décalée par rapport à l'axe central après le changement de l'acte précédent. Le panneau de protection le plus proche de l'appareil était partiellement obstrué par le support du cerceau, créant un écart dangereux dans les barrières de protection. Les lions africains sont des prédateurs de sommet avec une puissance explosive concentrée dans les hanches et les épaules, pesant jusqu'à 400 livres avec des forces de morsure dépassant 600 livres par pouce carré. Leurs instincts de chasse restent intacts malgré des années d'entraînement, réagissant au mouvement, à l'odeur et à la pression spatiale de manière à pouvoir changer rapidement. La routine comportait une séquence classique avec un cerceau où le lion s'approchait de l'appareil, s'arrêtait pour se positionner, puis passait à travers sur commande avant de sortir vers la trappe de rappel pour des récompenses. La musique a commencé et Grant est entré avec le lion en laisse, se dirigeant vers le cerceau avec des pas maîtrisés. Le lion s'est approché mais a hésité au seuil, détectant l'odeur de kérosène et le miroitement de chaleur s'élevant du métal. Grant raccourcit la laisse et s'approcha pour encourager le mouvement, suivant le protocole standard pour les animaux réticents. Le lion se détourna de l'appareil, se tournant vers Grant comme source de pression la plus proche. Maya déploya la cible de rappel depuis derrière son bouclier, mais la goulotte mal alignée créa de la confusion dans l'orientation spatiale. Grant avança d'un pas et resserra la laisse, entrant dans la portée immédiate de frappe du lion. Le lion détourna son attention du cerceau vers le dresseur, réduisant la distance avec une accélération fluide. Le contact s'est produit lorsque l'épaule du lion a frappé le torse de Grant, le repoussant sur le tapis. Le lion a établi sa domination, s'ancrant au niveau du haut du corps de Grant avec de puissantes pattes avant, tandis que ses mâchoires cherchaient à s'accrocher au cou et à la poitrine. Les griffes traversèrent les vêtements, créant de multiples blessures par perforation sur les épaules et les bras. Les mâchoires du lion se refermèrent sur le cou de Grant, exerçant une pression écrasante sur l'artère carotide et les structures environnantes. Maya intensifia les signaux de rappel, mais le lion maintint sa position sur le dresseur tombé. Owen a activé les suppresseurs tandis que les lignes de bouclier commençaient à se refermer des deux côtés. Le lion a ajusté sa prise, les muscles de la mâchoire comprimant les structures vitales du cou, tandis que les pattes avant continuaient à ratisser la poitrine et les épaules. La force écrasante sur la carotide et la jugulaire a gravement compromis le flux sanguin vers le cerveau, tandis que les dommages trachéaux ont entravé la fonction respiratoire. Le corps de Grant s'est affaissé, alors que la compression vasculaire et l'obstruction des voies respiratoires faisaient effet. Les porteurs de boucliers ont atteint l'animal et ont commencé à créer de l'espace. Les poteaux de barrière ont éloigné les épaules du lion du corps allongé de Grant. L'animal a relâché sa prise et a reculé tandis que les dresseurs interposaient des barrières. La cible de rappel de Maya a finalement attiré l'attention et le lion s'est dirigé vers la chicane sous la direction des dresseurs utilisant des poteaux et des boucliers. La porte s'est verrouillée, mettant fin à la menace immédiate. Le personnel médical est entré immédiatement. Grant ne montrait aucun effort respiratoire ni réponse aux stimuli. L'examen a révélé un traumatisme sévère au cou, y compris des blessures par écrasement de l'artère carotide, de la veine jugulaire et de la trachée. De multiples perforations au niveau de la poitrine et des épaules ont causé une perte de sang importante. La compression prolongée des structures vitales a entraîné des dommages irréversibles. Un soutien avancé de la vie a été initié mais s'est avéré insuffisant. Grant a été déclaré décédé après 37 minutes de réanimation intensive. Le spectacle a été suspendu immédiatement et le lieu évacué de manière ordonnée.
La direction a examiné le positionnement de l'équipement, les indicateurs de comportement animal et les protocoles des dresseurs pendant les séquences réticentes. Le panneau de protection obstrué et la goulotte mal alignée étaient des facteurs contributifs, ainsi que l'odeur résiduelle et la chaleur. Tout l'équipement de contention a été testé dans des paramètres normaux. Le lion n'a montré aucune maladie ou comportement anormal lors de l'évaluation vétérinaire ultérieure. La réaction du public s'est concentrée sur les risques des performances avec des animaux vivants et a appelé à des mesures de sécurité renforcées. Les représentants de l'industrie ont souligné la rareté de l'incident tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer continuellement les protocoles. La famille de Grant a reconnu sa passion pour l'entraînement et son engagement envers le bien-être animal. Des services commémoratifs ont eu lieu dans sa ville natale, avec des collègues se souvenant de son approche méthodique et de son dévouement à son métier. Alors que la tragédie de Grant Holloway s'est déroulée lors d'une routine classique de cerceau, Lindsay Porter ferait face au danger lors d'un changement d'équipement apparemment routinier, lorsque le timing précis et la conscience spatiale sont devenus des questions de vie ou de mort. C'était le 22 juillet 2015 à la Lakeside Dome Arena à Madison, où une production à changement rapide privilégiait l'action continue plutôt que les séparations d'actes traditionnels. L'espace de performance comportait une double porte avec sas et contrôle de verrouillage, des voies de sortie marquées et un panneau lumineux de scène claire régissant les transitions des animaux. Lindsay Porter, 27 ans, travaillait au sein d'une troupe aérienne qui faisait également office d'équipe de scène lors des transitions. Elle s'était formée aux arts aériens pendant 6 ans avant de rejoindre ce spectacle, attirée par la variété des compétences requises et l'atmosphère de groupe soudé. Victor, 50 ans, était le principal dresseur de chats avec plus de 2 décennies d'expérience en procédure de verrouillage. Jay, 33 ans, travaillait comme observateur et spécialiste de l'alignement des cages. Théo, 22 ans, assurait les percussions depuis la fosse, son style enthousiaste créant parfois des défis de synchronisation lorsque les files d'attente changeaient. La lumière de dégagement de la scène avait développé un scintillement intermittent pendant l'installation, un problème électrique mineur que la maintenance prévoyait de résoudre plus tard. Une commande manuelle existait pour les urgences ou les difficultés techniques. Le Tigre, une femelle hybride bengale sibérien pesant 300 livres, avait été positionnée pour la libération. Une queue de gréement aérien de l'acte précédent avait atterri dans la voie de libération marquée, créant une obstruction nécessitant un dégagement. Les tigres hybrides bengale sibérien combinent taille et puissance avec agilité, créant des prédateurs redoutables capables d'une accélération explosive. Les femelles adultes atteignent des vitesses de 56 km/h avec des forces de morsure dépassant 450 kg par centimètre carré. Leurs instincts de chasse restent intacts malgré l'entraînement, avec des réponses de territorial déclenchées par des mouvements soudains et des intrusions spatiales. La routine exigeait que le tigre passe par le sas dans la zone de performance, navigue sur des plateformes, puis retourne à la zone de détention. Le système de verrouillage empêchait l'activation des portes jusqu'à ce que la scène soit dégagée, confirmant l'absence de personnel dans la zone de libération. Cependant, la lumière vacillante créait de l'incertitude, et la commande manuelle offrait une solution de secours lorsque les contraintes de temps exigeaient une action. La musique montait alors que l'attaque aérienne se poursuivait tandis que le transport du tigre s'alignait avec le sas. Victor surveillait le panneau tandis que Jay confirmait le positionnement. La lumière clignotait par intermittence. Lindsay s'est déplacé dans la voie de libération pour récupérer la queue de gréement bloquant le passage du tigre. Victor a utilisé la commande manuelle plutôt que de retarder la séquence. La porte intérieure s'est déverrouillée alors que le tigre entrait dans le couloir. Lindsay s'est penché pour ramasser le gréement juste au moment où la porte extérieure s'ouvrait. Le tigre a détecté le mouvement et a accéléré vers le seuil. Le contact s'est produit lorsque Lindsay s'est redressée avec le gréement en main. L'épaule du tigre a frappé son torse, la projetant sur la surface de performance. L'impact l'a déséquilibrée et elle est tombée tandis que le tigre prenait le dessus sur elle. Les pattes, avant de l'animal, immobilisaient ses épaules tandis que ses mâchoires cherchaient sa tête et son cou. Les griffes du tigre traversèrent les vêtements, créant de profondes blessures par perforation sur les épaules et les bras. Ses mâchoires se refermèrent sur le côté gauche de sa tête, exerçant une pression écrasante sur les régions temporales et pariétales du crâne. La force de la morsure comprimait le tissu cérébral tandis que les dents canines pénétraient le cuir chevelu et les muscles. Le corps de Lindsay convulsa alors que le traumatisme neurologique faisait effet. Victor a activé les protocoles d'urgence tandis que Jay s'est déplacé pour aider. Des barrières ont créé un espace entre le tigre et la victime, mais l'animal a maintenu sa prise. Le tigre a ajusté sa prise, les muscles de la mâchoire appliquant une pression continue sur le crâne, tandis que les membres antérieurs griffaient le haut de son corps, créant des lacérations et des traumatismes contondants. Des klaxons ont retenti pour perturber la concentration. L'attention du tigre s'est détournée, permettant aux soigneurs d'insérer des perches autour de ses épaules et de ses flancs. Le tigre a relâché sa prise sur la tête de Lindsay et a reculé alors que les perches formaient une cage protectrice autour de la victime. Les soigneurs ont guidé le tigre en arrière en utilisant une pression coordonnée de plusieurs perches. L'animal s'est déplacé dans le couloir et les 2 portes ont été sécurisées, mettant fin à la menace immédiate. Le système de verrouillage s'est réactivé une fois que le tigre a quitté la zone. Le personnel médical est entré en quelques secondes. Lindsay présentait un traumatisme crânien sévère avec de multiples plaies perforantes et des blessures écrasantes dans la région temporale. L'évaluation neurologique a révélé des réponses absentes, indiquant un traumatisme cérébral important. De multiples lacérations ont causé une perte de sang substantielle pendant l'incident. Des protocoles avancés de traumatologie ont été initiés, y compris la gestion des voies respiratoires et la réanimation par fluide. Cependant, les blessures crâniennes et le traumatisme cérébral se sont avérés fatales. Lindsay a été déclarée décédée après 42 minutes d'intervention médicale. La production a été suspendue et le lieu évacué.
La direction a enquêté sur le dysfonctionnement du verrouillage, les procédures de dérogation et les protocoles du personnel. La lumière vacillante était un facteur contributif, ainsi que les débris de gréement et la décision de dérogation sous pression temporelle. Tous les systèmes ont fonctionné dans les paramètres, à l'exception du problème électrique. Le Tigre n'a montré aucun comportement anormal lors de l'évaluation vétérinaire. Les organismes de surveillance ont examiné l'incident pour améliorer les protocoles de sécurité. La réaction du public s'est concentrée sur les risques dans les productions à changement rapide, combinant des animaux avec des mises en scène complexes. La famille de Lindsay a reconnu sa passion pour les arts aériens et la collaboration en tournée. Ses collègues se sont souvenus d'elle comme d'une artiste talentueuse, embrassant les défis multirôles. Le projecteur se détourne maintenant de la catastrophe de gréement aérien qui a coûté la vie à Lindsay Porter vers un tout autre domaine de risque. Dans le monde humide des expositions de reptiles, Wesley Cain découvrirait bientôt que même les dresseurs les plus expérimentés peuvent être victimes d'un moment d'inattention dans un environnement où des prédateurs anciens guettent. C'était le 9 novembre 2018 au pavillon de la foire Tri-County à Ocala, où la soirée humide de Floride a attiré des familles pour assister à des démonstrations de spectacles sous chapiteau. La zone de performance consistait en une plateforme en bois surélevée avec un sol en contreplaqué peint, humidifié par un numéro aquatique précédent, créant des conditions glissantes. Wesley Cain, 35 ans, dirigeait la démonstration de reptiles dans le cadre d'un circuit de foire du comté, comprenant plusieurs courtes représentations. Il avait passé 12 ans à travailler avec des alligators, commençant comme assistant avant de développer son propre programme éducatif, combinant divertissement et messages de conservation. Harriet, 41 ans, servait de maître de cérémonie, utilisant une présentation charismatique pour maintenir l'engagement tout en surveillant le timing. Cole, 46 ans, travaillait comme principal dresseur, contrôlant la queue et l'arrière-train de l'alligator. Rosa, 34 ans, était l'ambulancière sur place, positionnée derrière le décor avec l'équipement et le contact radio avec les services d'urgence. Le programme du soir créait une pression temporelle qui forçait parfois à prendre des raccourcis dans les protocoles de sécurité. La plateforme montrait de l'humidité de l'acte précédent, créant des surfaces glissantes qui n'étaient pas correctement séchées entre les performances. Du ruban de retenue neuf n'avait pas été appliqué lors de la remise en place, laissant l'intégrité de l'adhésif douteuse après une utilisation prolongée dans l'humidité. Les marques de positionnement avaient été mal alignées lors du changement, déplaçant la position à genoux de Wesley plus près de la zone de frappe. Une corde de mâchoire supérieure servant de retenue de secours avait été fixée de manière lâche, créant un potentiel de relâchement. Les alligators américains sont des prédateurs de sommet inchangés depuis des millions d'années, possédant des forces de morsure dépassant 3000 livres par pouce carré. Leur vitesse de frappe explosive atteint 25 miles par heure à partir de positions stationnaires, avec des muscles du cou puissants générant une force de rotation énorme. Malgré leur apparence lente, les alligators exécutent des bonds fulgurants lorsque des cibles entrent dans leur rayon de frappe, restant immobiles jusqu'à ce qu'ils délivrent des attaques dévastatrices avec un minimum d'avertissement. La démonstration demandait à Wesley de se positionner à côté de la tête de l'alligator tandis que Cole contrôlait la queue. La bouche serait sécurisée avec du ruban adhésif et une corde sur la mâchoire supérieure, permettant à Wesley de démontrer la puissance de la mâchoire en soulevant le menton. La routine nécessitait un positionnement précis pour maintenir la sécurité tout en créant l'illusion de danger attendu par le public. Wesley s'approchait de côté, se déplaçant lentement pour éviter de déclencher des réactions. Cole a pris position à la queue, établissant le contrôle de l'arrière-train. L'alligator est resté immobile tandis que Wesley s'agenouillait à côté de sa tête, suivant la marque mal alignée, le plaçant plus près de la zone de frappe que prévu. La corde de la mâchoire supérieure s'est détendue pendant le positionnement, réduisant l'efficacité de la retenue de secours. Wesley a démontré la technique de lever du menton, soulevant la tête pour montrer les dents et expliquer la puissance de broyage. La contrainte de ruban a commencé à se desserrer alors que l'humidité et la manipulation compromettaient l'adhérence de la colle. Alors que Wesley déplaçait son poids sur la plateforme glissante, la traction réduite et le mauvais alignement l'ont amené dans le rayon de frappe immédiat. Le relâchement du ruban a permis un léger mouvement de la mâchoire que l'alligator a perçu comme une opportunité. Des instincts préhistoriques ont déclenché une attaque explosive vers la cible la plus proche. Les mâchoires de l'alligator ont saisi l'avant-bras gauche de Wesley avec une force énorme, les dents coniques pénétrant la peau, les muscles et les tissus. La force de la morsure a comprimé les os et sectionné les vaisseaux tandis que l'animal commençait son roulé de la mort. Un mouvement de rotation conçu pour désorienter la proie et causer un maximum de dégâts. Wesley a été tiré sur le côté alors que les puissants muscles du cou initiaient le mouvement de roulis. Cole a tenté de contrôler en appliquant une pression sur la queue et en insérant un bâton de morsure, mais la prise est restée ferme. Le roulis a continué avec Wesley tiré à travers la plateforme mouillée. Sa tête a frappé la rambarde métallique de la scène avec une force énorme, alors que la rotation le traînait à travers la zone de performance. L'impact du crâne contre la rambarde a provoqué un traumatisme crânien catastrophique immédiat. La force contondante et le stress de rotation ont créé de multiples lignes de fractures à travers les os temporaux cédés des pariétaux. Le tissu cérébral a été comprimé et endommagé tandis que les vertèbres cervicales ont subi des forces de rotation et de compression extrêmes. Cole et l'équipe ont travaillé pour séparer Wesley en utilisant des leviers et des bâtons à mordre. Les mâchoires ont finalement été forcées à s'ouvrir, libérant l'avant-bras mutilé. Cependant, les dommages causés par la morsure, le roulé de la mort et l'impact à la tête se sont avérés fatals. Wesley ne montrait aucun mouvement ni effort respiratoire après le traumatisme. Rosa a initié un soutien avancé de la vie, y compris la gestion des voies respiratoires et l'immobilisation de la colonne vertébrale. Les services d'urgence du comté ont continué la réanimation, mais les blessures crâniennes et cervicales ont rendu la
récupération impossible. Wesley a été déclaré décédé après que des interventions intensives ont échoué. La foire a suspendu les démonstrations animales en attendant une enquête sur les protocoles de sécurité et les défaillances d'équipement. Les responsables ont examiné les systèmes de retenue, les conditions de la plateforme et les procédures de positionnement. Un ruban dégradé, une corde lâche, un sol mouillé et des marques mal alignées ont été identifiés comme des défaillances multiples du système créant des conditions propices à l'attaque. L'alligator ne montrait aucun signe de maladie ou de comportement anormal, réagissant normalement à la manipulation standard lors de l'évaluation. Les actions étaient cohérentes avec les réponses prédatrices naturelles lorsque les contraintes ont échoué et que la proie est entrée dans la zone de frappe. La direction a mis en œuvre des changements de protocole immédiats, y compris des inspections obligatoires de l'équipement. La réaction du public s'est concentrée sur les dangers des démonstrations de contact rapproché et sur l'adéquation de la sécurité des foires de comté. La famille de Wesley a reconnu son dévouement à l'éducation sur la faune et sa conviction de connecter les gens avec la nature. Les collègues se souvenaient de lui comme d'un professionnel prudent qui comprenait les risques mais croyait en la valeur éducative. Le dernier cas passe de la manipulation de reptiles humides à un divertissement contrôlé avec des primates, où l'intelligence et l'imprévisibilité créent différentes catégories de risques. Alors que Wesley Kane faisait face à la puissance ancestrale des alligators, Evan Whittaker découvrirait que les spectacles de primates peuvent devenir mortels lorsque l'équipement fait défaut. C'était le 5 mai 2016 au Riverfront Big Top à Chattanooga où des familles se rassemblaient pour un divertissement de cirque classique. Evan Whittaker, 42 ans, se produisait dans le cadre d'un duo comique intégrant des interactions avec des animaux vivants. Un numéro populaire avant l'entracte. Il travaillait dans le divertissement de cirque depuis 15 ans, se spécialisant dans le travail de clown nécessitant des interactions avec des animaux. La routine mettait en vedette un chimpanzé mâle subadulte pesant 90 livres, montrant une force croissante et un comportement territorial. Le numéro utilisait une laisse de retenue homologuée attachée à un coupleur décoratif relié au harnais de l'animal. Gretel, 58 ans, était la principale dresseuse de primates avec 3 décennies d'expérience. Hick, 36 ans, travaillait comme régisseur de scène en coordonnant les accessoires. Sal, 39 ans, assurait la sécurité avec une perche de capture positionnée près de l'entrée. Le coupleur décoratif montrait des signes visibles d'usure, prévus pour être remplacés après la série. Le chimpanzé avait reçu une ration réduite le matin pour augmenter sa motivation alimentaire. La pochette à friandises restait visible sur le costume d'Evan pendant le réajustement, contrairement au protocole. Un chariot de décor était positionné sur le chemin d'accès à gauche de la scène pendant les changements, bloquant les routes directes. Les chimpanzés mâles subadultes possèdent une force 5 fois supérieure à celle des humains, avec des bras puissants générant une force énorme. À mesure qu'ils mûrissent, les instincts territoriaux s'intensifient et la tolérance diminue. Leur intelligence permet d'exploiter les faiblesses de retenue, tandis que la curiosité peut se transformer en agressivité lorsqu'ils sont excités par des stimuli alimentaires. La routine exigeait que le chimpanzé exécute des tours en portant un gilet, créant l'illusion d'un partenaire entraîné. L'acte reposait sur des récompenses alimentaires, la pochette de friandises servant de motivation et de contrôle. Le coupleur décoratif était conçu pour céder avant la laisse homologuée si une force excessive était appliquée. Evan a commencé avec le chimpanzé répondant normalement aux signaux, passant par des séquences, tandis que le public riait. L'attention du chimpanzé restait concentrée sur la pochette de friandises visible, accentuée par une alimentation réduite. Alors que la routine approchait de sa conclusion, Evan se détourna pour ramasser des accessoires éparpillés. Le mouvement exposa la pochette de friandises tout en supprimant le contact visuel. L'attention du chimpanzé s'intensifia alors qu'il testait la contrainte avec une force croissante. Le coupleur usé, soumis à un stress au-delà de sa capacité, céda avec un claquement métallique. Le chimpanzé se libéra et réduisit la distance avec une vitesse explosive, couvrant l'espace en 2 secondes. Evan fut saisi par derrière et tiré hors d'équilibre, de puissants bras enroulant son torse et le traînant vers le bas. La prise de l'animal se resserra en tentant d'accéder à la pochette de friandises. Les mâchoires du chimpanzé se refermèrent sur le cou d'Evan, exerçant une pression écrasante sur l'artère carotide et les structures vitales. La force de morsure combinée à la prise a comprimé les vaisseaux sanguins et endommagé la trachée. Le corps d'Evan s'est raidi alors que la compression vasculaire réduisait le flux sanguin vers le cerveau, tandis que l'obstruction des voies respiratoires entravait la respiration. Gretel a déployé un bouclier, mais le chariot de décor bloquait l'accès pendant des secondes cruciales. Le chimpanzé a maintenu sa position, infligeant des morsures supplémentaires au cou et à l'épaule, tandis que ses mains puissantes la grippaient la victime. La force de l'animal permettait un contrôle total malgré les tentatives d'Evan pour se libérer. Sal s'approcha avec la perche de capture, contraint de prendre un chemin plus long pour contourner l'obstruction. Le chimpanzé détecta la menace et intensifia l'attaque, infligeant des morsures plus puissantes au cou et au torse. La compression vasculaire, l'obstruction des voies respiratoires et les dommages tissulaires créaient des conditions se détériorant rapidement. La perche de capture a été appliquée autour du cou du chimpanzé, permettant aux soigneurs de prendre le contrôle. Une boucle de contrôle a été sécurisée et l'animal a été éloigné. Le chimpanzé a été guidé dans une caisse de transport, mettant fin à la menace immédiate. Le personnel d'urgence est entré en quelques minutes. Evan présentait un traumatisme sévère au cou, y compris des plaies par perforation et des blessures par écrasement aux structures vitales. L'artère carotide montrait des dommages par compression, tandis que la trachée subissait un traumatisme compromettant la fonction respiratoire. Un soutien avancé de la vie a été initié, y compris la gestion des voies respiratoires et la réanimation par fluide. Cependant, les dommages vasculaires, le traumatisme des voies respiratoires et la compromission neurologique se sont avérés fatals. Evan a été déclaré décédé après 38 minutes d'intervention médicale. Le spectacle a été suspendu et le lieu a été évacué.
La direction a examiné les protocoles en se concentrant sur le maintien des contraintes et l'utilisation des primates en maturation. Le coupleur usé a été identifié comme la principale défaillance, tandis que la pochette à friandises visible et l'accès bloqué étaient des facteurs contributifs. Le chimpanzé n'a montré aucun comportement anormal au-delà des réponses territoriales naturelles. Les actions étaient cohérentes avec un comportement motivé par la nourriture s'intensifiant lorsque la contrainte a échoué. Les représentants ont reconnu les risques inhérents à l'utilisation de primates subadultes dans des spectacles de proximité. La réaction du public s'est concentrée sur l'éthique du divertissement avec les grands singes et l'adéquation de la sécurité. La famille d'Evan a reconnu sa performance, son amour et sa croyance en la valeur éducative. Ses collègues se souvenèrent de lui comme dévoué malgré la compréhension des risques. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.